Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons trois volets. Le premier concerne nos relations avec la France. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, s'était rendu en France récemment justement pour conclure un nombre d'accords et raffermir la coopération bilatérale entre les deux pays, et notamment dans le domaine de l'énergie, le pétrole et le gaz. Nous avons aussi un autre volet portant sur une des priorités de la volonté politique en Égypte, qui est la COP 26. Évidemment, l'Égypte se tourne vers une coopération étroite avec tous les dirigeants du monde pour améliorer les conditions de notre planète, que chacun fasse ce qu'il peut justement pour endiguer le réchauffement de la Terre et ses répercussions, les changements climatiques, et sauvegarder la biodiversité. Il y a aussi une découverte incroyable, une découverte délicieuse, si on peut le dire, à la nécropole de Saqqara. Une mission archéologique égyptienne dirigée par une archéologue égyptienne, Dr Ola El-Higezi, est parvenue à le chef trésorier de l'époque de Ramsès II. Et justement, c'est la fonction de la momie qui attire l'attention, de par le fait que c'est un haut fonctionnaire et pas un roi comme on le voit toujours. Alors donc c'est un haut fonctionnaire, c'était le chef trésorier de l'époque, c'était aussi le chef chargé du bétail, et c'était le scribe du roi, le scribe royal. Donc nous allons commencer tout de suite par notre compte rendu concernant nos relations avec la France et le renforcement de la coopération dans les secteurs du pétrole et du gaz. Il faut dire que le ministre du pétrole et des richesses minières, Tariq Al-Molla, s'est entretenu mardi avec l'ambassadeur de France au Caire, Marc Baretti, du renforcement de la coopération dans les secteurs du pétrole et du gaz. Et c'est justement un sujet d'intérêt commun pour les pays de l'Est de la Méditerranée, les pays du bassin méditerranéen. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le ministre du Pétrole et des Richesses minières, Tariq Al-Molla, s'est entretenu avec l'ambassadeur de France au Caire, Marc Baretti, du renforcement de la coopération dans les secteurs du pétrole et du gaz. Dans une déclaration, M. Al-Molla a qualifié de longues et étroites les relations reliant l'Égypte et la France, lesquelles avaient connu une grande évolution durant les dernières années, vu les rapports distingués entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron. La visite réussie du Premier ministre Mostafa Madbouli à Paris a reflété l'intérêt commun accordé au raffermissement du partenariat égypto-français dans les divers domaines et à la stimulation de l'investissement, a fait savoir M. Al-Molla. Le ministre a passé en revue la coopération en cours avec nombre de firmes françaises pour mettre en œuvre de nouveaux projets pétroliers et gaziers en Égypte et évoqué les nouvelles opportunités disponibles dans ces deux domaines, surtout en matière de prospection, de production et de raffinage. M. El-Molla a mis en exergue en ce sens les efforts continus de son ministère pour mettre à jour le système de travail dans le secteur de prospection afin de créer de nouvelles opportunités d'exploration gazière et pétrolière devant les entreprises mondiales dans les régions de la Méditerranée, le désert oriental et le golfe de Suez. L'entrevue est de même axée sur les efforts de création du Forum du gaz de la Méditerranée orientale, le soutien apporté par la France à l'Égypte en ce sens, lequel a été couronné par l'adhésion de la France à titre de membre permanent au Forum. Pour sa part, le diplomate français s'est réjoui de son séjour en Égypte, qui, selon lui, progresse à grands pas en matière de développement et de construction, tout en mettant en relief les anciens rapports d'amitié reliant les deux pays et l'intérêt accordé à leur développement tous azimuts. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Hicham Mourad, professeur de relations internationales. Dr Hicham Mourad, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir.
L'Égypte et la France ont des relations très étroites et beaucoup d'accords ont été conclus dans plusieurs domaines. Et récemment, il y a eu une visite effectuée par le Premier ministre égyptien en France pour raffermir ce lien et cette relation très étroite dans les divers domaines, surtout dans le domaine de l'énergie, le gaz et le pétrole. Les pays du bassin de la Méditerranée ont coopéré récemment dans ce domaine. Justement, le pétrole, qui était un élément de discorde, est devenu un élément de coopération. Dans quelle mesure cette énergie, qui n'est pas jusqu'alors considérée comme une énergie propre, est importante à l'heure actuelle? Oui, bien sûr. La question des récentes découvertes de gaz naturel en Méditerranée orientale était l'occasion d'établir une coopération régionale entre plusieurs pays de cette région, notamment entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Il s'agit non seulement de l'Égypte, l'un des le plus gros producteurs de gaz naturel dans cette région, mais aussi de Chypre. Et de l'autre côté, il y a des pays qui sont consommateurs, essentiellement des pays européens, notamment la Grèce, l'Italie et la France, bien entendu. Et tous ces pays sont actuellement membres du forum qu'on appelle le forum du gaz naturel en Méditerranée orientale. Et ils sont bien sûr très intéressés par les grandes productions, les récentes découvertes de gaz naturel. Et ils sont des gros consommateurs. Et bien entendu, ils cherchent aussi à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Ils sont essentiellement dépendants de la Russie, du gaz russe, et les récentes découvertes en Méditerranée orientale leur offrent la possibilité de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Russie. Donc, ils sont très intéressés à établir cette coopération régionale et donc, établir bien entendu une sorte de synergie et de complémentarité entre les pays producteurs qui se trouvent au sud de la Méditerranée et les pays consommateurs, essentiellement en Europe. L'Égypte et la France ont des points forts quant à leurs relations bilatérales. Quels sont les points forts de la coopération égypto-française? Écoutez, il y a à vrai dire, une large je dirais, communauté d'intérêts qui réunit les deux pays sur plusieurs, à plusieurs niveaux. Il y a le niveau politique, c'est-à-dire essentiellement au niveau de la région, de leur vision des questions politiques essentielles dans la région en Méditerranée orientale et également, bien entendu, en Proche-Orient et en Afrique du Nord et même en Afrique subsaharienne. Sur je dirais les besoins et les conditions nécessaires pour établir la sécurité et la stabilité dans cette région. Donc, il y a une communauté d'intérêts, notamment contre le terrorisme, essentiellement contre le phénomène du terrorisme. Et donc il y a une coopération et une communauté de vision dans cette question. Il y a également le niveau économique que vous avez bien souligné. Il y a une large coopération économique sur des grands dossiers, des dossiers divers, très variés. Bien sûr, il y a l'énergie, mais il y a également le transport. Il y a également, surtout dans l'énergie, il y a l'énergie renouvelable, les énergies renouvelables et ce qu'on a dit, l'énergie propre, y compris par exemple l'hydrogène qu'on appelle l'hydrogène vert. C'est l'une des récentes productions qui concernent l'économie verte aussi, et la construction. Et également, il ne faut pas oublier bien sûr le transport. La France bientôt va lancer la 6e ligne de métro du Caire. Et il y a également toute la participation dans les chemins de fer. Maintenant, l'Égypte a plusieurs projets concernant la mise en place des chemins de fer pour servir le développement en Égypte. Et la France participe énormément avec des sociétés, sans citer les noms, qui participent activement à ces différents projets de transport et d'énergie
et de la production de toute une palette de produits d'ailleurs à travers les investissements français en Égypte. Le monde entier se tourne, comme on vient de le mentionner, vers l'énergie propre, vers la sauvegarde de la biodiversité, d'où la réunion ou le sommet de Glasgow. Il s'agit vraiment d'assumer sa charge quant au globe terrestre et à la sauvegarde du climat. À votre avis, peut-on spéculer au sujet de l'importance du charbon, du gaz naturel et du pétrole, étant donné que le monde opte pour une énergie propre? Oui, bien sûr, c'est un lent processus, bien sûr, pour aller à l'énergie propre. Mais on ne peut pas bien sûr comparer le charbon au gaz naturel. Le gaz naturel comme une source d'énergie, il est beaucoup plus propre que le charbon. Le charbon, il est plus polluant parmi les sources d'énergie suivies par le pétrole, avec ses différents dérivés, et puis le gaz naturel. Donc le gaz naturel par rapport au reste, il arrive en position assez éloigné ou assez loin par rapport à d'autres sources à laquelle il faut s'attaquer en premier. En premier lieu, bien sûr, le charbon, puis qui est beaucoup plus polluant que tous les autres. Donc l'Égypte n'est pas concernée par, bien sûr, la question du charbon ou de la réduction de l'usage du charbon, puisqu'il est extrêmement polluant. Et il est suivi après, comme je viens de dire, avec le pétrole et avec toutes les productions dérivées du pétrole. Le gaz naturel, par rapport aux autres sources d'énergie, il est considéré comme une source d'énergie assez propre. Bien sûr, il y a maintenant les énergies renouvelables, etc. Le monde se dirige dans cette direction. Mais on ne peut pas considérer pour l'instant le gaz comme étant une source d'énergie très polluante. Donc l'Égypte, qui est maintenant un des pays parmi les grands producteurs, en tout cas en Méditerranée orientale, de gaz naturel, il y a encore un bon moment devant elle avant qu'on puisse parler de réduire éventuellement l'usage de gaz naturel. Docteur Hicham Mourad, vous êtes professeur de relations internationales. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Évidemment, l'économie verte, l'énergie propre sont au cœur des priorités du monde entier, sont au cœur des priorités de l'Égypte. C'est vrai que l'Afrique est un continent qui assume les répercussions de l'industrialisation des pays développés. Dans quelle mesure y aurait-il un lien et y aurait-il une complémentarité entre le monde développé et le monde en voie de développement quant à l'élimination des répercussions de l'industrialisation et par conséquent les effets néfastes du climat. Alors donc, nous allons passer justement à la COP 26, là où le chef de l'État, évidemment, a participé à la 26e session du sommet dirigé par la Grande-Bretagne. Et le chef de l'État a fait avancer une demande selon laquelle l'Égypte pourrait abriter la 27e session durant l'année 2022. Et justement, c'était un événement qui était d'une grande importance à Glasgow, justement pour endiguer les effets, l'émission de serre, l'empreinte du carbone et tous les effets néfastes de l'industrialisation. Voyons les détails dans ce compte rendu. La participation du président Sisi au sommet des chefs d'État et de gouvernement des Nations Unies sur le changement climatique intervient à l'invitation du Premier ministre britannique Boris Johnson, dont le pays assure la présidence du sommet, compte tenu du rôle important que joue l'Égypte au niveau régional et international dans le cadre des négociations sur le changement climatique. Le président Sisi a souligné qu'il est impératif de lutter contre le changement climatique, notant que l'Égypte est consciente de l'ampleur des défis auxquels sont confrontés les pays en développement qui ont besoin d'un soutien financier pour les aider à faire face aux répercussions du changement climatique. Nous sommes préoccupés par l'écart entre les financements disponibles et l'ampleur des défis réels, a déclaré le président Sisi dans son allocution, soulignant la nécessité pour les pays développés de respecter leurs engagements de fournir 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement à relever les défis posés par le changement climatique.
Le continent africain est confronté aux répercussions les plus négatives du phénomène du changement climatique, bien qu'il n'en soit pas responsable, a ajouté le président Sisi, expliquant que l'Égypte a pris des mesures sérieuses pour mettre en œuvre un modèle durable d'adaptation aux répercussions du changement climatique, notamment en augmentant le nombre de projets verts et en mettant en œuvre des projets pour rationaliser la consommation d'eau et le revêtement des canaux. L'Égypte s'emploie à passer à des transports propres selon plusieurs mesures et à établir davantage de villes intelligentes, a dit le chef de l'État. La ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, a pour sa part annoncé le lancement de la stratégie nationale de l'Égypte pour le changement climatique 2050 lors d'un événement en marge de la participation de l'Égypte à la COP26 à Glasgow. La stratégie permettra à l'Égypte de planifier et de gérer le changement climatique à différents échelons et de soutenir les objectifs du développement durable ainsi que la vision Égypte 2030, a fait savoir la ministre Yasmine Foued. Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant la COP26 et concernant les décisions et les recommandations entreprises, les démarches à entreprendre, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Amr Saleh, qui est professeur d'économie. Dr Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, le plaisir est toujours le mien. Bonsoir. Alors, docteur Amr Saleh, en fait, la COP26 évoque le climat, les changements climatiques, mais il y a quand même des répercussions économiques importantes. Dans quelle mesure le climat est relié à la sécurité alimentaire d'un côté et l'économie et la croissance économique des différentes régions d'un autre côté? Vous savez, ma chère, c'est un dossier très épineux. Depuis des années, parce que c'est juste la contradiction entre, et c'est même un paradoxe entre le développement économique et la protection de l'environnement. La protection de l'environnement est une nécessité, certes, mais beaucoup de businessmen, vous savez, l'atmosphère du business et le climat du business ne sont pas en accord sur la protection de l'environnement. Pourquoi ? Juste pour la seule cause que la protection de l'environnement et ce qu'on appelle les Clean Production Methods, ou la production optimale pour l'environnement et la protection de l'environnement, ça coûte de l'argent. Et donc l'industrie, et notamment les pays industriels, notamment les États-Unis, la Chine et aussi l'Inde, et puis certainement l'Union européenne qui est à moitié chemin entre la Chine et les États-Unis, ne sont pas très décisives en ce qui concerne la protection de l'environnement et en ce qui concerne des dépenses, car vous savez que c'est une question de dépenses, c'est une question de coûts. Il faut des coûts pour la protection de l'environnement, il faut des coûts pour la restructuration de l'industrie ou des industries qui sont néfastes pour l'environnement. Et donc je vous pose la question, quelle industrie et quels pays sont prêtes à dépenser de l'argent et à dépenser plus pour protéger l'environnement et faire en sorte que leurs produits ne soient pas compétitifs. Vous savez que lorsqu'il y a eu le dernier sommet de Bali, ce n'était pas le dernier sommet, mais c'était l'un des sommets il y a 10 ans, il y a eu cette ancienne bagarre entre les États-Unis et la Chine, et les États-Unis qui avaient attaqué la Chine et l'Inde pour leur dossier un mauvais dossier dans la protection de l'environnement. Et la Chine avait dit aux États-Unis, écoutez, vous avez pris 200 ans pour faire une croissance noire, c'est-à-dire néfaste pour l'environnement, donnez-nous 20 ans pour faire de même. Car personne ne veut payer pour l'environnement. Tout le monde veut créer une croissance économique et produire, et personne ne veut prendre l'environnement en considération, notamment, et pour la juste et bonne raison, que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Personne n'est prêt à payer pour la protection de l'environnement. À votre avis, dans quelle mesure cette COP26, cette édition va contribuer à une amélioration tangible que l'on pourrait ressentir? Je ne pense pas que les sommets, moi en tant qu'expert économique et quelqu'un qui avait travaillé dans l'environnement, j'étais à une époque conseiller d'un ministre de l'Environnement et nous travaillons dans l'environnement depuis 30 ans. Je ne pense pas que les sommets et les conférences de presse et tout, ces représentations diplomatiques, amicales,
auront un effet positif. Vous savez, ces dossiers doivent être traités dans le cadre technique, dans le cadre d'une concertation planétaire et non dans des sommets. On n'espère pas beaucoup de résultats tangibles, dans des sommets économiques. Notamment si c'est des sommets où il y a beaucoup de divergences entre des pays comme la Chine, par exemple, et les États-Unis. Il ne faut pas espérer une amélioration des conditions de l'environnement de nos tels sommets. C'est des promesses, on n'a que des promesses et des smiling faces, comme on dit, et rien que si vous voulez, des propos et des rencontres devant la presse. Il faudrait une concertation, je dis, planétaire et une décision politique et une volonté politique des pays industrialisés, notamment les États-Unis, pour en arriver à une solution importante et décisive dans la protection de l'environnement. En fait, le continent africain et le tiers-monde ont subi les effets néfastes de l'industrialisation des grands pays industrialisés. Dans quelle mesure les pays développés vont assumer cette charge et vont jouer le rôle de partenaire avec les pays en développement de manière à endiguer ces effets néfastes? Je vous dis, il nous faut une volonté politique. Je ne pense pas que les pays industrialisés et les grands pays sont prêts à dépenser de l'argent. Nous sommes dans une course économique, nous sommes dans une période économique très difficile, nous sommes dans une crise économique et tous les pays et les industries, les secteurs économiques cherchent à être plus compétitifs et non à dépenser de l'argent et à être plus chers. Donc vous demandez aux pays, aux gouvernements et aux industries de payer davantage ou de créer une croissance un peu plus chère. Et dans une période de crise économique, je ne vois pas comment les grands pays notamment, n'en parlons pas des petits pays, des pays en développement qui n'ont pas d'argent et qui font comme ils peuvent pour créer une croissance économique. Donc nous sommes ici dans un climat, non un climat de l'environnement, mais un climat économique et politique très difficile et je ne vois pas une issue à cette question. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. De toutes les manières, c'est une question idéologique aussi. Évidemment, il y a la science, il y a les recherches, il y a les recommandations, il y a la coopération, il y a l'expertise. Mais au niveau de l'individu, au niveau des populations, il faut une certaine sensibilisation au niveau de l'usage quotidien, au niveau de la manière dont les différents peuples voient les choses. Et là, c'est très important de souligner le changement idéologique et d'avoir en tête comme objectif ciblé, l'environnement et cibler justement la sauvegarde de l'environnement, cibler la préservation de la biodiversité. Nous allons passer à notre troisième volet qui concerne une découverte importante, celle d'une tombe d'un haut fonctionnaire, du chef trésorier, chef responsable des offrandes et du bétail et scribe royal. Alors donc il s'agit là d'une découverte à Saqqara, la nécropole de Saqqara. La mission archéologique égyptienne sous la direction de Dr Ola El Aigezi de l'Université du Caire a annoncé la découverte de la tombe de Ptah Mouya, qui était le trésorier sous le règne de Ramsès II. Et c'est lors des travaux de fouille de la mission au sud de la route ascendante du roi Ounas à Saqqara. Saqqara est une région excessivement riche, là où il y a aussi la pyramide de grade, la pyramide gradée ou de Djéser. Voyons les détails dans ce compte rendu. La mission archéologique égyptienne, dépendant de l'Université du Caire, présidée par Dr Ola El Aigezi, a annoncé la découverte de la tombe de Ptah Mouya,
qui était le trésorier sous le règne de Ramsès II, et ce lors des travaux de fouille de la mission au sud de la route ascendant du roi Ounas à Saqqara. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Mustafa Waziri, a souligné que le site de la découverte comprend les tombes des hauts responsables du Nouvel Empire de la 19e dynastie. Ce chantier est situé tout près de la nécropole de la 18e dynastie qui renferme la tombe du commandant militaire Horemheb. Selon Dr Waziri, l'importance de cette découverte est due au poste occupé par son propriétaire, à savoir un scribe royal, trésorier, surveillant en chef du bétail et responsable des offrandes divines au temple de Ramsès II à Thèbes. La chef de la mission, Dr Ola Lorghezi, a pour sa part expliqué que la tombe est caractérisée par un style unique qui s'appelle la tombe temple. À l'entrée se trouve une cour ou deux, et au-dessus de la tombe se trouve une petite pyramide, a-t-elle dit, tout en ajoutant que la première salle et ses murailles sont peintes de scènes uniques. Parmi ces scènes figure un convoi d'offrandes qui est dessiné et raconté avec des couleurs vives. La mission a en outre découvert des blocs en calcaire gravés, enterrés dans le sable, en plus de quelques piliers. Et à présent, nous avons en ligne Dr Ola Lorghezi, qui est à la tête de la mission ayant découvert ce trésor. Dr Ola Lorghezi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations pour cette découverte. Merci. Et pour ce travail aussi important et aussi sérieux. Et donc, on aimerait en savoir plus sur cette découverte. C'est Ptah Mouia qui était chef trésorier, chef du bétail, scribe. Alors, quelle est l'importance de cette découverte? Quelle est l'importance de ce personnage? Ce personnage, autant que d'autres tout autour, avec d'autres tombes que nous avions découvertes les saisons passées, forme la nécropole des hauts fonctionnaires du temps de Ramsès II. Ils sont tous importants, chacun à son poste très élevé. L'un d'entre eux qu'on avait découvert il y a 4 ans s'appelle Tahmet, il est le maire de Memphis. L'autre, il s'appelle Yorhi, il est commandant militaire de l'armée du roi Séti Ier au Ramsès II. Et en fait, il a probablement participé à une des batailles ou une des expéditions de Ramsès II dans la région de Syro-Phénicie. Et parce que nous avons une représentation ou une scène qui représente l'armée sortant des frontières est du pays dans le Sinaï. Donc, Ptah Mouia est de la même période, et peut-être qu'il est complètement de la même période que Tahmet et Yorhi. Sa tombe est intéressante parce qu'elle a un style un peu différent des autres tombes que nous avons découvertes précédemment. La salle avec les scènes dessinées sur le plâtre avec des couleurs très vives, c'est une nouveauté pour une première cour de la tombe. D'habitude, on trouve ces scènes coloriées dans les sanctuaires à la fin de chaque tombe. Les tombes de cette région ou cette nécropole sont tous du style qu'on reconnaît en tant que tombe-temple, parce qu'elles imitent les temples du Nouvel Empire à Thèbes. Elles sont toutes formées d'une entrée en forme de pylône, une première cour, une seconde cour péristyle et les sanctuaires qui partent à la fin vers l'ouest, où se passent tous les rituels funéraires pour le défunt. Donc, ce qu'il y a de nouveau dans cette tombe, c'est que sa dimension est un peu différente des autres. Le Ptah Mouia a des postes très importants. Il est équivalent au poste d'un ministre de l'approvisionnement, du ministre du commerce, étant qu'il est le chef de la trésorerie de l'État.
il est responsable du bétail de l'État aussi, et aussi des offrandes présentées aux dieux de toute l'Égypte haute et basse Égypte. Il est aussi le scribe royal, donc ils sont tous très proches du palais et du roi qui gouverne. Toutes ces trois tombes-là, elles sont très intéressantes. Il y a des scènes superbes. L'art de l'époque de Ramsès II est merveilleux, est très beau, et les trésors que nous trouvons donnent beaucoup plus de détails sur la vie de ces fonctionnaires, des détails de leur fonction et du temps même de Ramsès II. Ça se voit que la nécropole de Saqqara est très riche en découvertes. Cette tombe date d'il y a 3300 ans et il y a eu énormément de découvertes dans cette région. Que représentait cette région à cette époque? Saqqara, on peut dire que on peut l'appeler la capitale administrative. C'est vrai que la capitale religieuse est Siltatem à Luxor au sud. Il y avait aussi, durant le règne de Ramsès II, une nouvelle capitale à l'est du pays, parce qu'il fallait qu'elle soit proche des frontières est du pays. Et alors, Saqqara était la nécropole de la cité de Memphis, qui était la première capitale d'Égypte, et qui est restée toute l'époque de l'histoire ancienne égyptienne, un centre administratif très important. Toute l'armée du temps de Ramsès II habitait peut-être cette région et ils étaient tous enterrés à Saqqara. Parce que c'est comme je vous dis, c'est une région assez proche des frontières est du pays. Ils ont besoin d'être là, tout près des frontières menaçantes. Il y a des découvertes telles que la pyramide de Gézer, qui est très ancienne, et d'autres découvertes, comme on vient de le mentionner. Est-ce que les fouilles vont perdurer, vont continuer, de par le fait qu'il y a une conviction qu'il y a d'autres choses à découvrir dans cette région tout particulièrement? Certainement, nous continuons nos fouilles et la mission aussi anglo-hollandaise qui est au sud de la nôtre continue ses fouilles et à chaque saison on découvre des nouveautés. Les fouilles ne sont pas encore terminées et c'est justement parce que Saqqara, c'est là où se trouve la plus ancienne des pyramides, la pyramide de Djeser. C'est aussi là où se trouvent les premiers textes des pyramides, dans la pyramide du roi de la 5e dynastie nommé Ouna, que cette région a un certain genre de région sacrée, c'est-à-dire. C'est pour ça qu'on cherche à s'y enterrer. Alors, Saqqara a été la nécropole des rois de la 1re et 2e dynastie qui étaient enterrés dans des mastabas. Et elle a été l'endroit où des pyramides de la 5e et 6e dynastie aussi, et de tous les grands fonctionnaires de l'époque de la 5e et 6e dynastie sont aussi enterrés dans cette région. Mais le fait d'avoir une nécropole du Nouvel Empire, c'est ça qui prouve que cette région a continué durant toute l'époque égyptienne à être un centre très très important. Docteur Awel El-Haguezi, vous êtes à la tête d'une mission justement pour qu'une mission puisse accomplir sa tâche. Quels sont les membres de cette mission tout d'abord? Comment est-ce que les éléments de cette mission sont sélectionnés? Et de quoi avez-vous besoin justement pour aller de l'avant dans vos recherches? Notre mission, certainement, ce sont des membres de la faculté d'archéologie, des membres enseignants de la faculté d'archéologie de l'Université du Caire. Nous avons un budget que l'université nous procure pour les fouilles de la faculté d'archéologie. Certainement, le budget n'est pas toujours le même, et surtout avec les 2 années précédentes, avec le corona, c'était pas facile.
Mais notre équipe est toujours formée d'un archéologue, c'est-à-dire qui connaît en fouille même, et comment fouiller, comment sont les étapes qu'il faut suivre pour commencer une fouille. Un archéologue, un égyptologue en matière d'art et d'architecture ancienne égyptienne, des restaurateurs et certainement, moi je suis professeur de langue, donc je m'intéresse aussi aux textes qui couvrent les parois de toutes les tombes. Nous sommes à peu près, et nous avons aussi des petits étudiants, des jeunes étudiants pour les entraîner à comprendre comment faire des fouilles, et en plus de restaurateurs. Nous avons 2 ou 3 membres de restaurateurs parce que les objets que nous retrouvons ont toujours besoin de restauration directement dès leur apparition. Alors, c'est une équipe de 7 ou 8 membres. Certainement, ce dont nous avons besoin de matériaux beaucoup plus avancés que ceux que nous employons. Nous avons besoin de programmes de dessin, de scanners, de 3 dimensions, toutes ces nouvelles, ces nouveaux objets sont très essentiels pour nous et certainement nous n'avons pas les moyens de les avoir. Nous avons besoin d'un budget beaucoup plus grand pour pouvoir terminer ce que nous avons commencé. Ça ne finira pas en 1 an ou en 2 ans peut-être, mais c'est un travail qui augmente tous les jours et qui ajoute à nos connaissances de l'ancienne Égypte. Docteur Aola Laguézé, je vous félicite pour cette découverte et pour ce travail tellement important dont on est fier, et je vous remercie pour votre intervention. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler qu'il y a une découverte qui a été faite le 4 novembre, 99 ans auparavant. Aujourd'hui, tout d'abord, c'est le 4 novembre, donc d'un côté, c'est une fête nationale, je ne dirais pas une fête, mais disons que c'est le Saint-Valentin égyptien, c'est la fête de l'amour ici en Égypte, tout d'abord. Et le 4 novembre marque l'anniversaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter en 1922. Il y a donc 99 ans, tout juste, l'égyptologue britannique dégageait les premières marches menant accès à un tombeau dont il découvrirait la porte le jour même. Le sceau royal peint sur celle-ci révèle immédiatement à Carter la présence d'un personnage illustre, et c'est ainsi que naquit il y a bientôt 100 ans la légende moderne de Toutankhamon. Le masque funéraire du jeune roi, pièce maîtresse du musée du Caire, fascine en effet des milliers de visiteurs chaque année, et il est par ailleurs au cœur de l'actualité puisque les travaux de restauration du masque ont débuté il y a quelques jours. Sur ce, nous parvenons au terme de notre rencontre. Reste à vous remercier pour votre fidélité, à vous souhaiter un excellent week-end et à la prochaine.